J'ai jamais été complètement passionnée par mon métier, pas par le fait d'enseigner, mais par le système dans lequel je me suis retrouvée. Et donc je me suis dit clairement, je pense pas que je finirai ma vie, en tout cas j'irai pas jusqu'à la pension. J'ai toujours cherché ce que c'était que d'avoir le feu sacré. Ça demande effectivement du courage, ça demande du sacrifice aussi de se dire, après tout ce que j'ai fait avec ma classe qui m'a usée, je vais encore aller me former. Je me suis rendu compte à un moment que j'avais tellement accumulé, tellement rangé dans des petites boîtes que c'était rempli. Et donc je l'ai jeté. Et au moment où je l'ai jeté, je me vois encore le faire, je l'ai mis dans la benne à ordures, ça a été thérapeutique. Je me suis dit waouh, en fait, et je me suis rendu compte que je passais d'enfant à adulte. Je me suis dit voilà, mais en fait c'est génial d'avoir cette facilité à se séparer des choses pour pouvoir rentrer de plein pied dans l'avenir et avoir vraiment de se dégager de l'espace pour prendre sa vraie place finalement. Et je me suis dit waouh, c'est chouette comme métier. Et puis j'en parlais autour de moi et tout le monde me disait mais oui Nathalie, ça c'est un métier pour toi ça. Je me suis dit à partir de maintenant, l'école va devenir ma seconde activité. Et je pense que l'investissement qu'on met en soi et dans son accompagnement, c'est à la hauteur de la foi qu'on a dans son projet. Bonjour et bienvenue sur le podcast des profs entrepreneurs, le podcast des profs qui entreprennent leur vie et qui ont décidé de transmettre autrement. Aujourd'hui, je t'invite à faire de la place pour trouver ta place avec le témoignage de Nathalie Craet, coach en rangement, qui a été pendant des années enseignante en Belgique. Nous allons découvrir comment elle a eu l'idée de ce métier complètement atypique et méconnu et comment elle a réussi à en faire une activité rentable pour pouvoir vivre de cette activité et s'épanouir de nouveau dans sa vie professionnelle. N'hésitez pas à liker et partager ce podcast si vous l'avez apprécié. Bonne écoute! Bonjour Nathalie, bienvenue sur ce podcast. Tu étais enseignante et tu es la créatrice du site rangetavie.com. Dans ce site, tu parles de rangement, de désencombrement et donc tu es home organizer. Je ne sais pas si je le dis bien. Oui. Et tu proposes également des formations, donc formations pour devenir home organizer, Oui. coach en rangement, autrement dit. Oui. Et tu fais aussi des conférences, tu animes des ateliers et tu as écrit un livre qui s'appelle « Un jour, tout ceci sera à toi, désencombrer sa maison et désencombrer sa vie ». Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Un portrait déjà, plusieurs casquettes. Oui, mais c'est parfait, voilà, c'est tout à fait, c'est tout ce que je fais et avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Alors, je pense que pas grand monde connaît ton métier actuel. Donc, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste d'être home organizer? Alors, moi, en fait, mon rôle, c'est d'accompagner les personnes qui ont beaucoup accumulé dans leur vie, à trier, ranger et réorganiser leur espace de vie afin de retrouver un peu plus de légèreté, de sérénité dans leur quotidien, tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue familial que d'un point de vue professionnel. Donc, voilà, je pense que c'est un métier qui est né aux États-Unis il y a environ 25 ans, qui est maintenant présent en Europe depuis une bonne dizaine d'années. Et avec le mouvement de Marie Kondo, c'est un petit peu accéléré les choses, puisque maintenant c'est quelque chose quand même c'est un métier qui commence à être connu. Et effectivement, moi j'ai démarré mon activité de home organizer fin 2014, début 2015, et avec l'expérience que j'ai acquise et voilà, j'avais envie de transmettre cela de deux façons. J'ai d'abord écrit le livre Un jour tout ceci sera à toi. Et puis après, j'ai organisé ici, début 2020, des formations pour devenir home organizer. Et j'ai 18 participantes qui ont participé à la formation et qui sont
qui sont fraîchement diplômés pour devenir Félicitations, oui. home organizer. C'est vraiment un grand, grand plaisir. Alors, tu vas nous dire certainement comment, en fait, t'en es venue à cette idée-là, parce que j'imagine qu'en 2014-2015, ça devait pas être une évidence hein, de choisir cette reconversion, mais j'aimerais revenir avec toi sur l'avant, c'est-à-dire la période où tu étais en classe. Donc déjà, quel niveau tu étais? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette période-là? Oui, alors moi je suis en Belgique, je suis à Bruxelles et ça faisait j'ai travaillé en tout cas pendant 19 ans dans l'enseignement spécialisé. Donc j'avais des enfants qui avaient des troubles d'apprentissage, donc ce qu'on appelle chez nous le type 8, et j'avais des enfants qui avaient un retard mental léger, ça c'est le type 1. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec les enfants qui avaient un retard mental léger. Et j'avais les classes de grands, donc la classe juste avant la terminale. Et donc voilà, j'ai été titulaire de classe pendant plus de 10 ans. Et puis après, j'ai été maître d'enseignement individualisé. Donc je prenais les enfants en petits groupes ou de façon individuelle. D'accord. Voilà. En Belgique, en fait, ce sont des enseignants qui rentrent dans les classes pour prendre des groupes et qui les ramènent ensuite. C'est comme ça que ça se passe. Oui, oui, D'accord. oui, tout à fait. Ok. Et qu'est-ce qui t'a conduit à enseigner? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'avait conduit jusque-là? Oh, ça date d'il y a longtemps, ça. Ah oui, on remonte Alors, oui, très on va très loin là remonter dans le très loin. podcast. Alors, je pense que déjà en deuxième primaire, j'aimais beaucoup lire et j'étais dans une toute petite école du village à l'époque et j'aimais bien, pendant les récréations, aller chercher un livre en classe et je m'installais au bord du bac à sable avec les petites maternelles et je leur lisais des histoires et je Ah oui, trouvais que d'accord. c'était très Tu gai, faisais la la maîtresse. maîtresse. Ben oui, déjà à l'époque. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai toujours aimé transmettre. Euh, et c'est un métier que je trouvais, voilà, ça m'est apparu comme une évidence Hmm. d'enseigner. C'était la suite logique de. Oui, D'accord. oui. Et du coup, Oui, oui. voilà, c'est un métier que je trouvais euh, en phase aussi avec mon rythme de vie. Je trouvais que c'était, voilà, j'aimais bien l'idée euh, d'avoir comme ça des projets, le fait que ça soit intense pendant un moment et puis après cette période de repos, pendant voilà, les congés. Et puis il y avait aussi le fait de changer de classe, de pouvoir suivre aussi certains élèves, l'idée d'avoir ce contact humain aussi. Tout ça, ça me plaisait beaucoup. Il Hmm. fallait que j'ai un métier en relation avec les humains. Et oui, certainement. Et du coup, donc tu es quand même restée 19 ans, donc j'imagine que pendant plusieurs années, tu étais assez satisfaite de ton choix, que tu étais comblée par ces aspects-là du métier. Euh, ou Oui, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que rapidement, tu t'es dit, je resterai pas là toute ma vie? oui, oui, oui. C'est arrivé assez rapidement, effectivement. Je pense qu'étant plus jeune, je n'avais peut-être pas eu un éventail suffisant de propositions et Hmm. le métier d'enseignant était parmi un choix que je m'étais peut-être un peu limité. Je me dis que maintenant, je peux très bien me l'avouer. Euh, j'ai, j'ai jamais été complètement passionnée par mon métier, pas par le fait d'enseigner, mais par le système dans lequel je me suis retrouvée. Et là, j'ai assez vite déchanté, en fait, par ce côté très, très lourd, très administratif. Euh, et donc, je me suis dit clairement, je pense pas que je finirai ma vie, en tout cas, j'irai pas jusqu'à la pension en enseignant de Jusqu'à la cette retraite. façon-là. Ah oui, voilà, vraiment jusqu'à ma La retraite. version française. Voilà, oui. Et du coup, mais quand même, tu es restée plusieurs années. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était la routine? Est-ce que c'était Oui. les contraintes financières? Qu'est-ce qui t'a retenu? Oui, je pense qu'il y avait un petit peu de ces aspects-là aussi, effectivement. C'est un, je me suis dit aussi, je m'étais tellement investie, il a fallu vraiment que je fasse ma place dans dans l'univers, en tout cas des enseignants. Et une fois que j'y étais, c'était confortable. J'avais Hmm. vraiment créé quelque chose dans lequel je me sentais tout à fait à l'aise et je savais très bien comment ça fonctionnait. Donc, au bout de quelques années, effectivement, on sent qu'il y a une routine qui s'installe
mais malgré tout, je n'étais pas le genre de prof à avoir le sentiment de ressortir chaque année les mêmes cours, puisqu'avec le type de public qu'on avait, on ne pouvait pas faire ça. Il fallait vraiment pouvoir innover tout le temps. Mais voilà, je sentais qu'à un moment, j'arrivais au bout et j'avais fait un peu le tour, en tout cas. J'avais fait un peu le tour. Et effectivement, il y a un moment aussi, bon, j'ai eu mes enfants aujourd'hui, mon plus âgé va avoir 16 ans, et ça a été confortable aussi de pouvoir me dire, je peux me consacrer à l'éducation de mes enfants en ayant un travail que je connais très bien, dans lequel je suis parfaitement à l'aise, etc. Et puis après, quand ils ont été un petit peu plus grands, j'ai pu tout doucement me dire, ben, il existe peut-être d'autres possibilités. Je sens que voilà, je tourne un peu en rond, j'aime bien mon métier, mais sans plus. J'ai toujours cherché ce que c'était que d'avoir le feu sacré, le fameux feu sacré que Ah je n'ai oui, jamais d'accord. Oui, vraiment. cette notion un peu Oui, abstraite était un oui, peu voilà. abstraite pour toi. Voilà, pour moi, c'était un petit peu abstrait, effectivement. Je trouvais que voilà, on avait une vraie mission, quelque chose qui devait être sérieux, avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'humilité, mais le fameux feu sacré, la grosse passion, j'ai jamais vraiment vécu, j'avoue. Et tu avais envie de la vivre, en fait. Oui, c'est ça. Parce que vivre sans passion, c'est un peu insipide au bout d'un moment. Donc, je faisais très bien mon métier. Je pense que j'ai eu d'excellents retours. J'ai encore des contacts avec des élèves aujourd'hui qui ont 30 ans et qui me tiennent au courant de leur vie de famille et avec qui on partage encore des choses qui sont super chouettes. Mais il fallait effectivement que je vive autre chose. Ouais, oui. Alors à ce moment-là, quand tu as senti l'appel du feu sacré, si on peut dire, t'as pensé à quoi? C'était quoi ta première idée? Tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est pas parti de l'envie d'une reconversion en fait. Hmm. C'est parti autrement. Je pense que c'est arrivé vraiment progressivement. J'ai, c'est parti en fait de mon propre désencombrement, puisque comme j'aide aujourd'hui les personnes à se désencombrer pour alléger leur vie, pour trouver aussi ce qu'elles peuvent vivre, pour se découvrir, pour, tu sais, un petit peu enlever les couches Oui, on parle pas juste d'un désencombrement matériel, en ouais, fait, voilà, hein. c'est pas Hmm. juste le matériel, ça va bien au-delà de ça. Et c'est ce que j'ai vécu moi. Je l'ai fait. Alors, j'ai toujours été quelqu'un d'assez ordonné. Je n'ai jamais été une grande bordélique, si on peut utiliser ce terme-là. Mais toutefois, je me suis rendu compte à un moment que j'avais tellement accumulé, tellement rangé dans des petites boîtes que c'était rempli. Oui, c'est Ma un peu vie moi, était ça. voilà, mais c'était rempli jusqu'au plafond. Mes armoires étaient remplies. On savait plus rien apporter de neuf en fait. Et donc c'était un petit peu ce C'était que je plein, vivais. c'était plein, donc on pouvait plus remplir, en fait. Hmm. Voilà, on pouvait plus glisser quoi que ce soit. Donc j'ai désencombré. Je me suis un petit peu renseignée sur comment faire pour faire un vrai bon rangement, comment vraiment éliminer ce qui était superflu, etc. Et j'ai vidé mon appartement, surtout la cave. Je me souviens que j'avais une cave qui me semblait très bien rangée. Et en fait, euh, quand j'ai un petit peu tout sorti des belles petites boîtes que je m'étais faites, je me suis rendu compte que c'était rempli de plein de choses que j'utilisais plus, surtout en tant qu'institutrice Ah de oui, ah, l'école ça, on primaire. pourrait en parler, oui. On garde le moindre bout de ficelle, les boutons, les rouleaux de papier toilette. Oui, oui, et c'est Voilà. tout un combat, même j'ai entendu plusieurs fois dans les couples, même le mien, le combat pour dire, mais attention, tu gagnes du terrain chaque année, mais où est-ce qu'on va mettre tous tes dossiers? Où Oui, est-ce qu'on alors va oui, mettre tout ton matériel? exactement. Le matériel, tout ce qu'on garde comme documentation, Oui. etc. Au cas où ça peut peut-être servir un jour. Et finalement, au bout de quelques années, on se dit, mais ça fait 10 ans que c'est là, ça fait 10 ans que j'ai bien rangé toutes ces petites revues avec la date écrite dessus, etc. Et je ne les ai pas utilisées une seule fois. Donc, il y a le fait d'avoir fait ce travail de désencombrement m'a permis de me rendre compte qu'on n'était pas sa vie passée et que, euh, et que ce passé peut être vraiment comme un boulet qui, Mm. qui, qui nous tire. Et
je garde comme exemple très typique de cette phase de désencombrement que j'ai faite, d'avoir redécouvert, en tout cas au fond d'un carton, mon journal intime quand j'étais adolescente. Je devais avoir environ 13-14 ans. Je tenais un petit journal, comme beaucoup d'adolescentes, hein, c'est sympa. Mais seulement, je me suis rendu compte que je savais pertinemment bien ce qu'il contenait et que je n'avais plus forcément besoin de conserver l'objet physiquement pour qu'il continue à m'apporter, À exister un peu quelque oui, part à dans... exister Mm. et à m'apporter finalement tous ces bienfaits qu'il avait. Et donc, je l'ai jeté. Et au moment où je l'ai jeté, je me vois encore le faire, je l'ai mis dans la benne à ordures, ça a été thérapeutique. Je me suis dit, waouh, en fait, j'ai eu l'impression, j'étais jeune encore, j'avais 25-26 ans, et je me suis rendu compte que je passais d'enfant à adulte. Je me suis dit, maintenant, je peux vraiment laisser tomber euh, tout ce qui s'est passé dans mon adolescence, pardon. Euh, C'était des bêtes trucs, hein. C'était, enfin, des bêtes trucs, ça me semblait pas si significatif que ça, mais bon, c'était tout ce que j'avais écrit dedans, tu sais, les premières amours, mes parents qui divorçaient, euh, tout ce que j'avais vécu, toutes mes réflexions. Donc on s'épanche quand on est quand on est Oui, on est ado. bavard à ce moment-là. Voilà. J'ai eu le même cahier, alors je peux témoigner. Voilà. Et du coup, je me suis dit, voilà, mais en fait, c'est génial de pouvoir d'avoir cette facilité à se séparer des choses pour pouvoir rentrer de plein pied dans l'avenir et avoir vraiment de se dégager de l'espace pour prendre sa vraie place finalement. Mm. Euh, et, 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 et j'ai commencé à en parler autour de moi. Voilà, je fais un tri dans mes affaires, c'est génial. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Donc, j'étais tellement bien avec cette idée de me délester du superflu, de pouvoir vraiment choisir ce qui rentrait chez moi. Et avec les années, j'ai affiné ça aussi, hein. Donc, on parle d'un mouvement minimaliste, etc. Mais j'ai pu vraiment affiner ça. Euh, et je ne savais pas encore à cette époque-là que le métier de home organizer existait. Ce n'est qu'après seulement que j'ai découvert au détour d'une vidéo, je pense que j'ai dû voir ça même à la télévision à l'époque. Et je me suis dit, waouh, c'est chouette comme métier. Et puis, j'en parlais autour de moi et tout le monde me disait, mais oui, Nathalie, ça c'est un métier pour toi. Ça te va super bien. Tu Ils devrais avaient faire ça. tellement entendu parler de Mais oui, rangement. moi j'étais là, si tu veux, je viens t'aider chez toi, on va faire ça. Et donc, j'aidais les gens. Et je me suis forgée finalement une méthode et une façon de faire de cette façon-là. Et puis, je me suis formée aussi parce que j'avais envie de faire quelque chose de professionnel. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est née l'idée de faire autre chose que mon métier, parce qu'avant ça, c'était un petit peu, je vais être enseignante et je voyais pas d'autres choses à certains moments. Je me suis dit, bah oui, je suis un stit, hein, C'est fini, on est oui, coincé là. je suis coincée là, je suis boulonnée, surtout que j'étais nommée. Alors en Belgique, quand on est nommé, ça veut dire que on est, Titularisé, ouais. Mm. voilà, titularisé, on est indéboulonnable de son. de- C'est la même chose en Oui, France. voilà. Il y avait quelque chose qui me dérangeait dans ce côté-là aussi, c'était le côté entre un prof qui travaille tous les soirs tard et qui fait des trucs super passionnants et le prof qui ressort le même cours depuis 20 ans. Il n'y a pas de différence euh, de salaire. Donc, je trouvais qu'il y avait un Sensation peu. que ton travail n'est pas mis en valeur à sa juste Exactement. valeur, quoi. C'était un peu bizarre, je trouvais ça étrange et je me suis dit, c'est un peu vicieux comme système finalement. Et j'étais pas tout à fait alignée avec avec ce côté-là du métier. Euh, mais voilà, donc c'est pas venu, ça ne m'est pas venu en disant tiens, j'ai envie de me reconvertir et Tu cherches une porte de je cherche. sortie. Voilà, Mm. c'est venu progressivement, très progressivement et par étapes. Et il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu un déclic ou un moment où tu t'es dit, ah bah oui, mais pourquoi je pourrais pas en faire mon métier? Est-ce qu'il y a eu un jour J où tu as t'as pris conscience du potentiel de cette passion que tu avais de ranger? Euh, alors, je sais pas s'il y a eu vraiment un jour J où je me suis dit je pourrais en faire mon métier. Ça, j'ai pas le souvenir. Je crois que ça a été très Mm. progressif.
Par T'as contre, croisé les données, en fait, petit à petit, oui, tu t'es... petit à petit, et je me suis fait accompagner aussi, je me suis fait coacher. Voilà, et ce que j'ai fait aussi pendant tout un temps, c'est que j'ai pratiqué d'autres métiers. Donc, j'ai diminué mon temps de travail à l'école parce que j'avais la possibilité de prendre un congé. Mm. Donc, pendant quelques années, j'ai pris un quart-temps de congé. Et voilà, j'ai vendu des bijoux, j'ai vendu des boîtes en plastique, Ah, j'ai fait d'accord, des tas de oui. trucs comme ça à côté pour avoir une bulle d'oxygène, parce qu'il faut savoir que j'étais dans un milieu qui était très précarisé. Et moi, étant quelqu'un de très sensible, je n'ai jamais réussi à me blinder contre ça. Donc, il fallait que j'aille chercher aussi une activité Une qui soit, rentrée d'argent voilà, aussi. une rentrée d'argent, mais qui soit futile, un peu, voilà, les soirées entre copines. Donc, j'ai fait des soirées boîtes en plastique et des soirées bijoux pendant 10 ans. Euh, et après ça, mais oui, je me suis dit, je vais vraiment faire de cette formation que j'avais un métier. Un métier, mais au départ, pour moi, c'était une activité accessoire. Mm. Je m'étais pas, je m'étais pas dit dès le départ, c'est possible d'en faire un métier à part entière et d'en vivre totalement. Et après, oui, voilà, j'ai suivi un coaching pour pouvoir en faire mon métier. Donc, c'était vraiment mon objectif. J'avais noté vivre de mon activité de home organizer. Et ça, voilà, ça m'a pris un an. Euh, mais par contre, je me souviens très bien du jour où je me suis dit, maintenant, c'est décidé. Je ne reviens plus l'année prochaine et je donne ma lettre comme quoi je prends un congé, puisque j'avais encore la possibilité de prendre un congé à ce moment-là. C'était en octobre et c'était un mardi. Et quand je suis arrivée à l'école, j'avais un collègue qui avait 23 ou 24 ans. C'était sa deuxième année d'enseignant. Et, euh, et moi, tous les matins, j'avais à cœur de remettre mon sac sur mon dos parce que j'allais à l'école en métro et à pied, et de me dire, je prends mon sac à dos de bonne humeur avec moi et j'y vais, même si je sais que ça me plaît plus trop pour l'instant, mais j'y vais. Et je suis arrivée, il était là devant la porte et je lui dis bonjour, comment ça va? Et lui, il me répond, comme un mardi, loin du vendredi. Là, je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible, je peux pas continuer à travailler dans cet esprit-là avec des Mm. personnes qui ont cet esprit-là. Surtout à l'âge qu'il avait, je me suis dit, mon Dieu, mais mords-toi la langue, ne lui Comment dis ça pas, va tu sais que tu as terminer encore, la carrière si tu déjà... sais que tu as encore 40 ans devant toi de carrière au moins. C'est juste horrible de se dire ça à cet âge-là. Voilà. Et là, je me suis dit, non, je vais jusque juin, je termine mon année avec mes élèves, avec mes collègues, mais c'est fini. Là, la décision est prise. Oui, cette phrase-là, en fait, elle a éveillé chez toi un sentiment de fuite, enfin, d'envie de couper Fuite. avec cette émotion négative, finalement. Ce sont des émotions négatives quand même, dans lesquelles on baigne, hein. Enfin, moi, j'ai des souvenirs aussi de ça. Il y a quand même une ambiance générale qui finit par nous imprégner, hein. Surtout quand on est sensible, quand on est très... comment dire, on sent bien les gens. Enfin, moi, par exemple, je sais Oui. que j'ai une capacité à sentir Oui. les émotions qui circulent autour de moi. Et du coup, c'est vrai que ça m'affectait beaucoup, ça, cette... Oui. Oui, oui, parce que le métier en lui-même, il est merveilleux, mais les conditions, parfois, commencent à être un peu en- envenimées. C'était difficile, c'était ça que j'avais. Donc, je ne suis pas partie fâchée, mais tu vois, je ne suis pas partie dégoûtée, mais je me suis dit, il était temps que je sorte. Je sentais. Je sentais, tu sais, un petit peu comme cette histoire, je ne sais pas si tu connais l'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Ah oui, oui, dans la casserole. Mais Voilà. tu peux la raconter parce Mais que... voilà, donc moi j'aime beaucoup cette petite histoire parce que quand on met une grenouille dans une casserole d'eau froide et qu'on commence à chauffer petit à petit l'eau, il y a un moment où l'eau devient tellement chaude qu'elle n'arrive plus à trouver l'énergie pour se sortir et elle cuit. Tandis que quand on prend une grenouille et qu'on la plonge dans cette eau à la même température, elle saute directement en dehors de la casserole en disant Mm. non, c'est C'est trop chaud bouillant. ici. Mm. C'est bouillant, donc, mais voilà, et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation de la grenouille qui ne savaient pas qu'elle était cuite. Elles sont tellement en perte d'énergie, tellement dedans qu'elles ne savent plus s'en sortir. Et donc moi, j'ai eu l'impression
de me dire, oh là là, ici ça devient trop chaud. Tu as eu l'impression d'être la grenouille qui Oui, était jetée dans la marmite. oui, Et oui, oui, peut-être parce que tu avais déjà ta bulle d'air à côté, le exactement. fait d'avoir cherché à faire autre chose, expérimenter, Oui. d'être partie te former aussi, parce que finalement, tu es partie te former sans savoir en plus que ça pouvait être un métier. Mais tu Mhm. avais cette curiosité-là d'aller voir aussi ailleurs ce qui se Oui, faisait. oui, et je pense que ça demande, euh, ça demande du courage. C'est vraiment pas par prétention que je dis ça, mais ça demande effectivement du courage, ça demande du sacrifice aussi de se Oui. dire, après tout ce que j'ai fait avec ma classe qui m'a usée, je vais encore aller me former pour autre chose, où je vais prendre mon sac le soir et partir faire un autre job et être un petit peu en insécurité financière parce que voilà, ça n'a pas toujours été simple. Euh, mais il faut pouvoir effectivement aller trouver autre chose et se donner la permission d'aller voir ailleurs parce que c'est un métier qui est extrêmement prenant, enseignant. Euh, et on peut être très très vite pris dans une espèce de tourbillon. On a l'impression que c'est pas, il n'y a pas de sortie en Mm. fait. Et du coup, alors le moment où tu as eu ce déclic-là, enfin ce déclic, cette phrase qui t'a un peu interpellée, c'était à quelle année? Ça, c'était à quel moment du coup? C'était en 2017, donc il y a 3 ans maintenant. Oui, Et là, 2017. tu décides donc de plus revenir, de plus refaire la rentrée suivante. Oui, Et à ce moment-là, tu avais déjà commencé à développer ton activité en parallèle ou oui, bien... ouais. oui, Et c'est oui, là que tu oui, t'es dit, je vais me former, je vais me faire coacher pour que mon activité devienne rentable oui, suffisamment, c'est ça? exactement, D'accord. exactement. Comment tu Oui, as oui. trouvé cet accompagnement Oh, écoute, je pense que c'est venu d'une publicité Facebook où j'avais donc tout simplement. simplement, oui, Parfois, les choses les plus simples, ça fonctionne aussi. oui, voilà, ça marche très bien. Donc, comme quoi, voilà, je trouve que la publicité Facebook, c'est un super moyen de communication. Euh, non, oui, je pense que c'était à peu près à cette période-là, ou même peut-être encore l'année d'avant. Non, c'était cette année-là. C'était cette année-là où Et là, je me tu suis t'es dit, dit, je vais mettre tous les moyens pour que ça marche, oui, quoi, en fait. ben oui. Et je pense que l'investissement qu'on met en soi et dans son accompagnement, c'est à la hauteur de la foi qu'on a dans son projet. Hmm. Donc, sans tomber dans l'obstination, euh, il faut régulièrement checker et voir si on est encore en accord avec ce qu'on fait. Euh, S'entourer des bonnes personnes aussi. Euh, alors quand je dis bonnes personnes, c'est pas forcément les gens qui nous aiment le plus qui nous aident le plus. Oui, il faut faire une distinction perso-pro. Et l'entourage familial n'a Mm. pas toujours les compétences ou la Non, connaissance pour non, pouvoir... non. d'accord. Et oui, Oui. c'est vrai que l'entourage peut être peut, peut nous couper l'herbe sous le pied de façon sans, sans le faire exprès. C'est pour nous protéger qu'ils nous disent, mais enfin, allez, tu as une super bonne place. Hmm. C'est un peu Tu l'as vécu, ça. voilà, oui, bien sûr. C'est l'argument que ma maman avançait ou que mon mari avançait, mais enfin, c'est un salaire qui tombe tout cuit tous les mois. C'est super sécurisant, en fait. Et puis après, en travaillant aussi sur mes propres valeurs et en identifiant aussi les valeurs de mon entourage, je me suis rendu compte que la valeur sécurité n'était pas la première chez moi, mais bien la première chez eux. C'est Donc, vrai. mon mari ou ma maman ont une grande valeur de sécurité. Et donc, pour eux, c'était très important que je sois en sécurité. Donc, il a fallu que je les rassure beaucoup. Et moi, c'était ma valeur liberté qui Hmm. commence à prendre beaucoup de place et crier très fort. Comment tu as su ça, comment dire, hiérarchiser et identifier tes valeurs? Est-ce que tu as fait un travail particulier dessus ou bien c'était ton intuition qui te guidait? Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai pu travailler avec les coachs avec qui Hmm. j'ai pu travailler. On a beaucoup travaillé justement sur les valeurs et c'est un travail qu'on refait à chaque fois. En tout cas, on revérifie Hmm. régulièrement quelles sont nos valeurs. Et moi, j'ai pu identifier le trio de tête, hein. Il y a l'harmonie, la liberté et la bienveillance
qui sont 3 valeurs fondamentales pour moi. Après ça, j'ai la transmission aussi, qui est très, très importante et qui va rester dans ces valeurs qui sont importantes pour moi. Mais je pense que ça, c'est un travail à faire, vraiment, de pouvoir identifier ces valeurs, parce que ça va driver tout le reste, en fait. Mm. Et à ce moment-là, en fait, comment tu as fait pour supporter, par exemple, si ta famille te disait attention, et comment est-ce que tu as trouvé l'énergie ou le courage pour dire non, je vais faire ce projet? C'est pas évident, tu vois, quand tes proches, ceux en qui tu as confiance, te disent attention, peut-être que tu fais une bêtise ou réfléchis bien. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est vrai. Et il y a sur le chemin des moments de découragement où on Mm. se dit, en fait, c'est vrai, il y a peut-être raison, c'est peut-être un peu trop risqué. Donc, il y a ces moments de découragement que j'ai accueillis, mais en me reconnectant régulièrement aussi à mes propres sensations physiques, parce que tout part de là aussi, hein. Il y a le corps qui parle beaucoup. Donc, je fais beaucoup de yoga, de méditation aussi, qui m'aident énormément à pouvoir me recentrer et aller me questionner. Et, et alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis entourée de personnes super positives. Donc, il y a dans mon entourage, il n'y avait pas que des snipers, hein, il n'y avait pas que des personnes pour me tuer le projet. Il y avait aussi énormément de gens qui me disaient, mais c'est génial, mais non, franchement, allez, c'est possible. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu as fait ça, c'est chouette. Donc, j'ai progressivement augmenté mon temps de présence avec ces personnes qui croyaient dur comme fer en mon projet, et j'ai réduit mon temps de présence avec les personnes négatives qui me tiraient vers le fond, pas forcément par rapport à mon projet, mais aussi par rapport à leur propre histoire et leur attitude. Donc, il y avait des personnes qui étaient très négatives et qui passaient beaucoup de temps à se plaindre, etc. Donc, j'ai un peu espacé les contacts. Pour te Voilà. protéger aussi, Donc, voilà. je me suis très égoïstement protégée, et ça a été salvateur. Donc, c'est vrai que quand on est enseignant, on a ce côté très généreux. On est très, très généreux, et donc on donne énormément à la personne. Et il y a un moment où il faut pouvoir se retirer un petit peu de ça et se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour me préserver moi, préserver cette énergie, parce que je sens que j'ai quelque chose d'autre à offrir, mais que je ne vais pas pouvoir le déployer si je ne suis pas suffisamment en énergie. Mm. Donc, c'est un travail d'équilibriste, mais, euh, mais c'est indispensable. Et alors, ça a pris combien de temps, du coup, ton décollage? Mais entre 2015 et maintenant, je pense que 3 ans. 3 ans. Voilà, 3 ans. Ouais. À faire les fondations de ton Oui, entreprise, oui. à créer. Alors, tu as commencé par le livre, tu me disais tout à l'heure, c'est ça? Tu as commencé par le livre. J'ai pas commencé par le livre. Non, le livre, c'était en 2019, mais je dirais que pour moi, en 2018, j'ai commencé à me dire, ça y est, là, je peux dire que je peux vivre de mon activité. Ça y est. Donc là c'était OK. Euh, et voilà. Maintenant, j'ai pas fait le fameux saut à l'élastique, hein. Ça, c'est souvent une image qu'on a, de se dire, je saute dans le vide, et on verra bien. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se construit et qui peut être rassurant, hein, pour l'entourage et pour soi-même aussi, parce que je suis pas une tête brûlée, même si j'aime beaucoup la liberté. Donc, comment tu t'es sécurisée, du coup? T'avais un carton, c'est ça, à un certain moment? Oui, c'est ça. Donc, la dernière année, en fait, j'ai travaillé à mi-temps, donc j'ai encore réduit un petit peu plus, et j'ai vraiment été, je me suis dit, j'ai fait aussi le switch mental de me dire, mon activité principale toutes ces dernières années, c'était l'enseignement, et puis j'avais une activité accessoire, complémentaire, qui était Range ta vie. Et à partir de la dernière année, donc à partir de cette fameuse conversation avec mon collègue qui voulait être vendredi, je me suis dit, à partir de maintenant, l'école va devenir ma seconde activité, mon activité accessoire. Mm. Et je vais vraiment me dire que mon activité principale, c'est Range ta vie. Je ne vais plus, quand on va me demander ce que je fais dans ma vie, je ne vais plus dire je suis enseignante.
je vais dire je suis home organizer. Ah oui, et accessoirement, je suis aussi institutrice dans une école. Voilà. C'est important ce que tu dis là. Énorme. Et ça, c'est un chouette, une chouette position parce que on joue à faire comme si. Mais si on disait qu'en fait, j'étais home organizer. Okay. Il y a une question un peu de jeu et le fait de jouer à ce jeu-là, créer une réalité, une vraie réalité. Peut-être aussi parce que tu mets moins de pression. On dit que souvent, quand on met trop d'enjeux, ben, il n'y a plus de jeu. Et remettre du jeu, Oui. ça diminue l'enjeu. J'aime beaucoup cette phrase-là. Ça diminue un peu l'enjeu de ah, on va changer de métier, on va plus être enseignant, on va quitter la sécurité de l'emploi. Enfin, donc, quelque part, le jeu, c'était aussi un moyen pour toi d'alléger un peu cette transition, puis de t'autoriser à te considérer d'une autre façon que l'enseignement. C'était moi qui devais changer mon regard sur moi-même, en fait. C'était clairement ça. Donc, il y avait ce côté-là de se dire maintenant, je vais basculer. Je bascule vers une autre réalité. Et j'avais quand même prévu tout. Financièrement, ça se prépare aussi. Voilà, j'avais aussi prévu tout ça. Je me dis petit à petit, j'ai pas eu l'impression de faire de grands sacrifices parce que ayant petit à petit simplifié ma vie, je pense que j'avais aussi simplifié les finances et ça m'a permis de d'avoir suffisamment de réserves pour courir un risque. Donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui peut se préparer aussi financièrement. Tu dirais que le minimalisme qui t'imprégnait, en fait, il t'a aidé à faire cette transition aussi. Oui, tout à fait. Parce que quand on court plein d'objectifs à la fois et voilà, ça ne fonctionne pas. Donc ici, c'était un objectif que je m'étais fixé et tout ce que je mettais en œuvre, c'était pour la réalisation de cet objectif-là. C'était un point de focus, en fait. C'est essentiel, ça, d'avoir ce point de focus. Effectivement, oui, le minimalisme, ça m'a permis de ne pas consommer à outrance et de pouvoir justement m'octroyer cette bulle d'air-là et ce confort, finalement, parce que c'est confortable. Et ouais. En tout cas, c'est inspirant tout ce que tu dis là. Je pense que ça peut donner des idées à d'autres personnes. Et après, donc une fois que tu es arrivé donc dans un stade en 2018, c'est ça, où tu t'es dit, voilà, ça y est, c'est mon activité principale. Est-ce que tu avais des nouveaux projets? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi par la suite? Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule façon d'exercer son métier de home organizer, c'était d'aller chez les personnes physiquement. Et là, en 2018, eh bien, j'ai découvert la possibilité d'accompagner les gens à distance, par téléphone ou par message ou par vidéo. Maintenant, la vidéo est beaucoup plus présente. Mais à l'époque, en 2018, c'était un peu les balbutiements de l'accompagnement en vidéo. Et j'ai créé un programme en ligne, en fait. Et là, ça m'a ouvert de nouvelles perspectives de pouvoir justement accompagner des personnes qui sont même parfois très, très éloignées de moi. J'ai eu des personnes dans le sud de la France alors que je suis moi à Bruxelles, des personnes qui étaient en Suisse, au Luxembourg, au Canada, malgré le décalage horaire. Donc ce sont des perspectives qui se sont ouvertes et qui m'ont permis d'expérimenter, de nourrir ma confiance. Et de développer aussi ton activité. J'imagine que sur le chiffre d'affaires aussi, ça a une conséquence. Tu avais déjà un site web à l'époque, en 2018, oui. Et donc là-dessus, tu t'es mise à bâtir ton école en ligne, en fait, finalement. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et au départ, mon site, je l'ai démarré avec un blog. Donc, j'avais créé un blog en 2016 et ça a été un blog pendant 2 ans et j'ai écrit des articles quasi toutes les semaines sur le rangement, sur l'organisation au quotidien, etc. Et en 2018, suite à un accompagnement que j'avais fait en marketing, en web marketing,
je me suis rendu compte que mon site était très joli, mais que ça ne m'aidait pas à vendre mes services. Donc, j'ai mis en place un nouveau site pour pouvoir justement euh, faire des offres et créer justement ces offres euh, qui soient plus visibles aussi, parce qu'on voyait le blog existe toujours, il est toujours là sur le site. C'est un blog WordPress, c'est-à-dire Oui, c'est hébergé un par WordPress. WordPress, d'accord. Oui, Et là, ouais. du coup, tu es passé sur ton domaine à toi avec le site complet finalement, Oui, avec oui. les pages de Et formation. avec les pages de vente, avec des inscriptions webinaires, parce que j'ai donné des conférences en ligne. Au début, je pensais qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de faire des conférences en présentiel et de louer une salle, etc. Et donc ici, le web offre des possibilités qui sont incroyables et ça n'enlève rien à la relation humaine qu'on a avec les gens. C'est incroyable. Donc du coup, maintenant, je visite des maisons avec avec Zoom Avec Zoom, mais ou avec WhatsApp ou avec Messenger et les personnes ont leur smartphone hein, et elles tu me peux nous font raconter comme visiter. ça rapidement une petite séance, comment ça se passe avec toi quand quelqu'un veut désencombrer sa maison? Oui, mais en fait, j'ai un programme que j'ai appelé Respire parce que je me suis rendu compte que toutes les personnes qui faisaient appel à moi me disaient j'étouffe chez moi parce que j'y ai trop. Hmm. Et donc, je me suis dit, mais moi qui aime bien faire du yoga et beaucoup de respiration, etc., je me dis, mais c'est essentiel dans une maison que l'air circule, que tout ça, ça circule. Et donc j'ai créé ce programme Respire, surtout que ça, c'est quelque chose que je ne mets pas encore trop en avant et que je ne sais pas pourquoi, mais je suis consultante en Feng Shui occidental aussi, donc tout ce qui est circulation d'énergie Hmm. dans la maison, c'est vraiment un outil fabuleux, le Feng Shui. Mais donc, ce programme, en fait, commence par une visite diagnostique de la maison. Et donc, on prend 1 heure pour visiter, faire connaissance d'abord avec la personne, voir un petit peu quelle est sa demande. Et généralement, c'est quelque chose de très euh, technique. Hein. C'est comment est-ce que je peux mettre au point une méthode pour me désencombrer, vider mes armoires, où est-ce que je peux aller donner ce que j'ai à donner, où est-ce que je peux aller revendre, comment jeter pour pas polluer, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande conscience écologique. Et donc, effectivement, on commence souvent la visite par la porte d'entrée. Je me dis, je fais comme si je venais chez vous. Hmm. Donc, on va commencer par la porte d'entrée, le hall d'entrée, et puis on visite les pièces, le salon, puis la cuisine, et puis on va dans les pièces qui sont un peu moins visitées par les visiteurs d'habitude, voilà, la chambre, la salle de bain, tout ça avec le smartphone. Et je demande aux personnes aussi d'ouvrir les armoires parce que bon, ben voilà, il suffit pas Ton juste œil de faire un expert geste. ne laisse rien Non, passer. non. Et c'est vrai que ça paraît étrange. Et le fait de visiter sa propre maison au travers d'un écran, ça permet à la personne de prendre une distance aussi, de se dire, tiens, je vois mes placards, ma maison avec l'œil euh, de Nathalie quelque part. Donc, c'est une expérience assez particulière et qui permet euh, Les prises de conscience aussi, oui, je une pense. grosse prise de conscience souvent et ça permet de prendre du recul. Ça permet de prendre du recul. Et après ça, voilà, j'ai des vidéos qui sont sur la plateforme et on a des sessions de groupe et des sessions individuelles. C'est chouette parce que j'ai mis en place des sessions de groupe sans trop y croire en me disant les gens vont peut-être avoir un petit peu difficile de parler de leur Mm. bazar parce que c'est très intime et il y a beaucoup de sentiments de honte, etc. Et j'ai toujours eu des personnes extrêmement bienveillantes qui ont très bien accueilli les gens. Donc voilà, je suis super contente de la bienveillance qui se trouve dans les Mais c'est drôle parce que la incroyable. bienveillance, c'est ton top 3 des valeurs. Exactement, Et oui. c'est ce que j'allais dire. Et il y a quelque chose qui se passe sur Internet, moi, ça me fascine toujours, c'est de voir qu'en fait, on attire, ben, Oui, certainement par notre contenu, par notre attitude, par notre façon de parler, on attire les gens qui ont les mêmes valeurs que nous. oui, bien C'est sûr. très fort sur Internet, je veux dire, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et donc, c'est certainement que tes clients, ben, ils reflètent une partie de toi. Ouais, oui, oui, non, tout à fait. Je pense que je mets le cadre aussi au départ et je pense que ça s'apprend aussi. C'est une question de relation et de comment est-ce qu'on peut critiquer de façon positive aussi pour apporter un avis, donner, voilà,
et faire évoluer les autres en se faisant évoluer soi. Donc, ce qui est génial, c'est cette connexion qu'on a aux autres, et le monde du web facilite ça, en fait, plus que ça ne prive. Alors évidemment, j'adore aussi le présentiel, être avec les gens physiquement, mais en ce moment, voilà, avec tout ce qu'on a vécu ici en printemps 2020 et ce qu'on vit encore, je suis vraiment contente d'avoir fait cette reconversion, parce que ça m'a permis de conserver des relations qui étaient déjà magnifiques. Ça te permet aussi de surmonter cette crise économique. Quelquefois, Voilà, ça sauvegarde une partie énormément. de l'activité. C'est pas négligeable aussi. Oui, tout à fait. Et j'ai pu continuer et même amplifier ma mission pendant cette période qui était super fragile, et où les personnes se sont retrouvées chez elles. Et qui avait besoin peut-être et du temps et le besoin de désencombrer. Voilà. Donc, toutes les excuses habituelles tombaient à l'eau, en fait. C'était assez intéressant. Les habituels, prétextes, c'était j'ai pas le temps, je suis pas chez moi. Voilà. Les excuses tombaient. Tombait le masque, si je puis me permettre. Et donc, du coup, j'ai envie de terminer avec toi sur deux choses. J'aimerais bien te demander un conseil, puisque tu es spécialiste du rangement. Pour quelqu'un qui a envie de changer de vie, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner par rapport au désencombrement, puisque tu traites aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, mais du désencombrement de sa vie. Quelqu'un qui aspire, comme par exemple les collègues qui peuvent nous écouter, qui aspirent à changer de vie, est-ce que tu aurais un conseil sur ce domaine-là du Oui, bien sûr. Oui. Je pense que quand on fait du rangement, c'est d'abord de pouvoir se détacher et faire sortir définitivement de chez soi ce qui n'a plus de place dans sa vie. C'est de vraiment pouvoir identifier les choses qu'on n'a pas utilisées depuis 10, 15, 20 ans parfois, parce que les fameux trucs et astuces, si tu ne l'as pas utilisé depuis 1 an ou 2, tu peux t'en débarrasser. Ce n'est pas toujours vrai dans le monde de l'enseignement, mais quand il y a des choses qui sont vraiment obsolètes, c'est de se poser aussi la question de qu'est-ce qui m'attache encore à cet objet, à ce cours, parce que quand on est enseignant, on a énormément de cours et de documents, donc qu'est-ce qui m'attache encore, et si ce sont et si on les garde pour des mauvaises raisons, donc la peur, la nostalgie, etc., alors ça peut partir. Il faut vraiment se dire, je vais choisir de garder avec moi ce qui a encore du sens dans la vie que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Et c'est vraiment de pouvoir faire ce choix, pas par peur, mais vraiment parce que c'est un choix. Et faire de la place à ce qui va venir Oui. par la suite aussi. Oui, tout à fait. Ranger, c'est éliminer le superflu. C'est le désordre, ça ne se range pas, ça s'élimine. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir faire de la place pour prendre sa vraie place. Et dernière chose, par rapport à ton expérience d'entrepreneur, est-ce que tu aurais un conseil pour les collègues qui auraient cette envie-là de quitter la fonction publique, de quitter leur poste de titulaire et d'aller vers explorer l'entrepreneuriat? Est-ce que tu aurais un conseil particulier à leur donner? Oui, je pense qu'il y a vraiment moyen d'y aller petit à petit et de ne pas de laisser tomber, enfin de ne pas croire au mythe de il faut faire le grand saut dans le vide. Il y a vraiment moyen d'y aller par petits pas, et ça peut aller plus vite qu'on ne le croit aussi. Ça ne doit pas forcément prendre 3 ans, parce que voilà, moi ça a pris 3 ans et j'entends souvent que ça prend 3 ans, mais c'est vraiment de pouvoir se dire je m'autorise à y aller petit pas par petit pas, et chaque jour faire quelque chose qui va dans ce sens de tiens, quelle toute petite action je pourrais faire aujourd'hui qui va m'aider à me rapprocher de mon projet futur. Voilà, je pense que ça, c'est important. Merci Nathalie. Avec joie, Marie.